Salut à tous et bienvenue au bureau des absurdités historiques pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on commence notre grand tour du monde des plus gros mythomanes de l'histoire. Et pour notre première escale, on fait un bond de 1800 ans en arrière, direction le deuxième siècle de notre ère, en pleine Grèce antique. On va parler d'Alexandre d'Abonautique. Alors oubliez tout de suite l'image cliché du vieux philosophe barbu en toge qui mange des olives, c'est pas du tout ça. Alexandre, c'est le gendre idéal de l'Antiquité. Le mec est immense, il a une peau pâle, des yeux clairs magnifiques d'une intensité peu commune, et pour parfaire son look de rockstar mystique, il porte de fausses extensions de cheveux hyper discrètes pour que sa crinière divine tombe parfaitement sur ses épaules. C'est le beau gosse absolu de l'époque. Mais derrière ce physique de mannequin pour calendrier de gladiateur, Alexandre a un problème majeur. Il fait une allergie totale, médicale, viscérale au travail honnête. Très jeune, il comprend que sa beauté est une arme de destruction massive pour les portefeuilles. Il commence donc sa carrière de la manière la plus noble qui soit, en vendant ses charmes de gigolo de l'Antiquité à de riches citoyens romains pour payer son loyer. Mais le business du sexe, ça ne paye pas assez pour ses ambitions. Alors, il fait un virage à 180 degrés sur le plan professionnel et décide de devenir l'assistant personnel d'un vieux charlatan itinérant. Ce vieux bonhomme dont l'histoire a sagement oublié le nom est un magicien version Tému. Il vend des filtres d'amour qui ne marchent pas, des faux remèdes miracles foireux et des poisons histoire de se diversifier un peu. C'est auprès de ce vieux mentor qu'Alexandre apprend les bases de son futur empire. L'illusionnisme et surtout l'art de manipuler l'esprit des gens. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Quand le vieux meurt de vieillesse, Alexandre se retrouve solo, mais diplômé d'un master en arnaque et crime en tout genre. C'est là qu'il fait la rencontre de sa vie. Il s'associe avec un autre escroc de haut vol, un scribe spécialisé dans les faux documents administratifs, dont les parents ont eu l'audace de l'affubler du doux nom de Coconas. Ouais, ça s'invente pas, je sais. Donc Alexandre et Coconas se posent autour d'une table et font une véritable étude de marché. Ils se disent: Quelle est la marchandise la plus rentable au monde? Celle qui ne s'épuise jamais et sur laquelle on ne paye pas de taxes. la réponse tombe sous le sens, la connerie humaine qui semble infinie, mais également le besoin de croire en l'impossible. Le concept étant trouvé, il leur fallait donc un projet à pérenniser sur le long terme. Et pourquoi pas créer une religion de toutes pièces pour devenir riche. Une fois ces deux critères choisis, le travail d'équipe peut commencer. Coconas, c'est le cerveau de l'ombre, le mec qui rédige les fausses prophéties complexes. Alexandre, c'est le manager commercial, la vitrine de la boîte avec sa voix de velours et son physique d'Apollon. Pour lancer leur start-up spirituelle, ils partent en Macédoine faire leurs emplettes. Ils y achètent pour 3 fois rien d'énormes pitons domestiques. Des bêtes gigantesques, mais ultra dociles, habituées aux humains, qui passent leur temps à dormir. Le plan est presque parfait. Le serpent divin est trouvé, sauf que le karma historique va frapper. Juste avant de lancer l'arnaque du siècle, Coconas se fait mordre par une vraie vipère sauvage. Il souffre le martyre et meurt dans d'atroces souffrances. C'est la fin du duo. Alexandre se retrouve tout seul avec ses pitons sur les bras et le deuil de son pote Coconas. Mais notre mannequin des extensions capillaires ne se démonte pas pour autant et met en place son élément déclencheur. Il sort sa botte secrète marketing qui va le propulser dans les hautes sphères de la société. Une nuit en cachette, Alexandre s'introduit dans les fondations d'un temple en construction dans la ville d'Abonautique. Il prend un œuf de jarre, le vide proprement, glisse un tout petit serpent vivant à l'intérieur, referme l'œuf avec de la cire magique et l'enterre dans la boue. Le lendemain matin, c'est l'heure du show. Alexandre débarque sur la place publique, complètement nu, à l'exception d'un slip en tissu doré. Il agite un faux papyrus, fait semblant d'être possédé par l'esprit d'Apollon, bave un peu et hurle à qui veut l'entendre qu'un nouveau dieu va naître sous leurs yeux. Il guide les habitants hystériques vers le temple, plonge ses mains dans la boue, sort l'œuf de jarre, le brise devant tout le monde. Et là, un petit serpent gigote entre ses doigts. La foule hurle au miracle. Certains chialent à genoux, c'est l'hystérie collective. Le poisson est ferré, l'acte 1 est posé, le business peut commencer. Le miracle de l'œuf en cire a fonctionné au-delà de toutes ses espérances. Mais maintenant, il a un problème de logistique majeur. Les habitants d'Abonautique attendent de revoir leur nouveau dieu. Sauf qu'un bébé serpent de 10 cm sorti d'un œuf de jarre, ça manque un peu de prestige pour impressionner les foules sur le long terme. C'est là qu'Alexandre active son coup de génie. Quelques jours plus tard, il invite toute la population à venir admirer le dieu dans sa propre maison. Il a même baptisé la créature. Elle s'appelle Glycon. Les gens se bousculent, entrent dans une pièce sombre pleine d'encens servant d'écran de fumée, et là, c'est l'onde de choc mental. En moins d'une semaine, le serpent est passé de la taille d'un prépuce coupé à celui d'un monstre de plus de 2 mètres de long. Croissance divine, magie,
Évidemment que non, c'est simplement le gros python domestique acheté en Macédoine avec le regretté Coconas. Le serpent est tellement amical et feignant qu'il passe ses journées enroulé autour du torse d'Alexandre sans bouger d'un millimètre. Mais notre rocancourt en puissance a un souci d'ordre esthétique. Un python, ça a autant de charisme qu'une moule. Et globalement, ça ne fait pas très divinité grecque supérieure. Qu'à cela ne tienne, on va faire un peu de chirurgie esthétique antique avant l'heure. Alexandre calfeutre la vraie tête du python sous son aisselle droite. Et à la place, par-dessus, il installe une fausse tête de serpent à taille humaine. Le truc est un chef-d'œuvre de l'artisanat. C'est fait en toile de lin peinte avec une postiche de longs cheveux humains et une fausse barbe en crin de cheval. Et pour pousser le vice encore plus loin, il a installé un système de fil invisible fait en poils de chevaux rétractables. En tirant dessus discrètement avec ses doigts, il peut faire ouvrir la bouche de la marionnette et faire sortir une fausse langue au serpent. On est en plein théâtre de Guignol, mais au IIe siècle, les spectateurs sont persuadés d'être face au créateur de l'univers. Mais le point de non-retour, c'est quand le bout de tissu commence à parler. Pour que le serpent puisse s'exprimer en direct, Alexandre avait caché un complice dans la pièce d'à côté. Ce complice parlait dans un long tuyau flexible fabriqué avec des boyaux de cru séchés et cousus ensemble. Le tuyau passait à travers le mur et arrivait pile dans la bouche de la fausse tête du reptile. Bref, Alexandre annonce que le dieu Glycon est un oracle capable de prédire l'avenir. Et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, un mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Les gens viennent de tout l'Empire romain pour lui poser des questions sur leur avenir, leur maladie. Le tarif ? Une fortune par consultation qui, bien souvent, représente plusieurs jours de salaire. Vous donniez votre question écrite sur un morceau de papyrus scellé avec de la cire. Alexandre s'enfermait dans la pièce et confiait la réponse au dieu des Serpentas. Et le meilleur, c'est le service après-vente. Parce que bon, prédire l'avenir, c'est un métier risqué. Parfois, les prédictions d'Alexandre étaient des échecs absolus. La station, Mir va tomber sur Paris, nous allons attendre. Genre, il prédisait la guérison d'un malade et le gars crevait le lendemain. Pas de problème, Alexandre utilisait la méthode dite de Nostradamus. Il modifiait les archives en douce ou réécrivait ses réponses après coup de manière tellement floue qu'il avait toujours raison ou devenait impossible à comprendre. Si le malade mourait, Alexandre disait « Ah, mais le dieu l'avait prédit. Vous avez juste mal interprété la métaphore sur les étoiles. » Cynisme niveau master. Mieux encore, il avait créé un service de renseignement digne du KGB. Ses assistants se déguisaient en pèlerins et se promenaient dans la foule pour écouter les conversations des gens qui attendaient. Ils notaient leurs secrets, leurs problèmes de couple, le nom de leur chien, de leur maîtresse, bref, la totale. Ensuite, ils allaient tout répéter à Alexandre par une porte dérobée. Quand le le client entrait enfin dans la pièce, le faux serpent lui sortait ses secrets les plus intimes avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Les gens ressortaient terrifiés, persuadés que le serpent lisait dans leurs pensées. Cette immense blague a duré des décennies. Alexandre est devenu l'une des plus grandes fortunes de tout l'Empire romain. La supercherie était tellement bien rodée que la ville d'Abonotique a frappé des pièces de monnaie officielles avec la tête de la marionnette dessus. L'arnaque est montée jusqu'au sommet de l'État. L'empereur Marc Aurèle en personne a consulté le serpent avant de partir en guerre contre les Marcomans. L'oracle lui a dit « Balance 2 lions vivants dans le Danube et tu gagneras. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. » Bref, Marc Aurèle jette les lions dans la flotte, les Romains perdent 20 000 hommes, se font défoncer et les lions nagent jusqu'à la rive ennemie où les barbares les achèvent à coups de massue en pensant avoir affaire à 2 gros chiens. Est-ce qu'Alexandre a été arrêté ? Pas du tout. Quand les généraux romains sont venus se plaindre, il a juste dit « Le dieu avait prédit une victoire ». Il n'a juste pas précisé pour quel camp. Imbattable. Même moi, j'aurais pas osé. Au final, Alexandre est mort vieux, richissime, entouré de ses extensions de cheveux et de sa religion de faussaire qui lui a survécu des années après sa mort. Un génie du mal absolu qui a poussé le concept jusqu'au bout. Voilà pour notre premier cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle absurdité historique.